Donc on va démarrer si vous voulez bien. Je vais me présenter très rapidement. Donc moi je m'appelle Cyril Franck, je suis le directeur média de l'ESJ Pro, l'ESJ Pro, École supérieure de journalisme professionnel. Donc nous formons des professionnels en exercice, des alternants à tous les métiers des médias et de la production de contenu. Alors comment créer une newsletter pour séduire vos prospects, vos lecteurs? C'est la 257e conférence sur les newsletters. J'espère que celle-ci va vous apporter quelque chose. Comme mon profil l'indique, je suis très orienté contenu. Donc un petit peu moins marketing, peut-être que certaines conférences auxquelles vous avez pu assister. Et on va parler du fond, beaucoup, et des bonnes pratiques éditoriales essentiellement, même si on abordera d'autres aspects aussi. Alors le programme... dans les grandes lignes, c'est quelle est la méthodologie pour créer et définir sa ligne éditoriale et les formats éditoriaux associés. Ça, c'est une méthodologie qui est commune à tout lancement éditorial, que ce soit une newsletter, un blog, un podcast même, on pourrait imaginer une série de podcasts en tout cas. Tout format, tout support nécessite de se poser la question de qu'est-ce qu'on va dire, à qui on va parler, qui on a en face de nous comme concurrent, etc. Donc on va revenir un tout petit peu sur la méthodo. Ensuite, 5 pratiques clés pour engager ses lecteurs. Ensuite, nous verrons les outils, mais très rapidement, les outils qu'on peut utiliser et leurs particularités. Et puis enfin, une partie très importante sur le monitoring des statistiques pour améliorer son efficacité. Voilà. Donc ça, les présentations ont été faites. Juste une petite autopromo sur le blog mediaculture.fr et la newsletter dédiée aux médias, à l'actualité des bonnes pratiques business qui s'appelle le débrief média, que vous pouvez trouver sur Substack, esjpro.substack.com. Alors, la première partie, c'est véritablement le cœur de la machine. Quelle est sa ligne éditoriale et quels sont les formats associés? Quelle est l'offre éditoriale qu'on va proposer? Donc la première chose, c'est un grand classique, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il faut déjà bien connaître son public, à qui on veut parler, à qui vous souhaitez parler. Si vous voulez parler à tout le monde, vous êtes condamné à n'intéresser personne. C'est une grande règle du marketing en général et de la production de contenu. Quand on a des cibles floues, vagues, en réalité, on est fade, insipide, inodore, parce que c'est le plus petit dénominateur commun. Ça n'intéresse personne. Donc il faut faire des choix. Alors, c'est ce qu'on appelle le cœur de cible, en bon langage marketing, qui peut être plus ou moins précis. Donc 25 jeunes de 25 à 35 ans, ados de 13 à 17 ans, seniors actifs de plus de 50 ans, et puis des choses parfois beaucoup plus pointues, quand on est sur des secteurs de niche, comme l'amateur éclairé de vin, de plus de 40 ans. Amateur éclairé, tous les mots sont importants. Il ne s'agit pas de faire un énième site ou un énième contenu sur le vin. Et puis après, ça peut être des clients internes, quand on fait de la communication interne, les conseillers banques et assurances du groupe. Et c'est cela notre cœur de cible, plus particulièrement par rapport à d'autres publics. Alors attention aux cibles floues que je vois parfois dans les briefs, dans les recommandations, ou parfois dans les positionnements tels qu'ils sont verbalisés. Les publics trop différents, ça n'a pas de sens. Urbain de 18-45 ans, no way. Entre un ado de 18 ans et un adulte de 45 ans qui est installé, qui a peut-être des enfants, qui a une autre vie, ça n'a rien à voir. Donc les modes de vie ne seront pas les mêmes, les attentes sur les contenus ne sont pas les mêmes, et donc ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du tout une cible. Donc attention à être assez cohérent. Alors souvent, on constate qu'on a besoin de plusieurs ciblages. Il y a plusieurs publics potentiels. On a un cœur de cible, c'est toujours bien d'en avoir un en tête, un prioritaire, mais on a souvent plusieurs publics. Et c'est là qu'interviennent les fameux personas. Tout le monde a entendu parler des personas. Je pense qu'on vous rebat les oreilles avec ça depuis un moment maintenant. Qui a déjà entendu parler des personas et qui les utilise? Ouais, effectivement. Donc je ne vais pas entrer trop dans le vif du sujet, mais comment bat-on un persona? C'est la vraie question. La première chose, c'est d'avoir d'abord, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une représentation hypothétique d'un client qui correspond quand même à des usages réels. Donc on a inventé un personnage qui a un nom, un prénom, un lieu, un cadre de vie, statut, et
derrière, on va préciser quels sont ses centres d'intérêt, ses passions, potentiellement son profil psychologique. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt réfléchi, impulsif ou plutôt minutieux, brouillon Enfin voilà, il y a plusieurs catégories possibles de psychologie. On va s'intéresser naturellement en particulier à sa manière de s'informer. D'abord, combien de temps on y passe, à quel moment de sa journée en particulier, via quel support, quel canal, et quel type d'information, bien sûr, intéresse ces différents personas. Les attentes, est-ce qu'on a besoin d'attentes plutôt vite, rapide, approfondies, creusées? Et si oui, c'est généralement un mélange de tout ça. C'est-à-dire rapide et superficiel sur certains sujets, approfondi, creusé sur d'autres. C'est là qu'il faut creuser vraiment, parce que ce n'est pas des catégories générales. Il faut rentrer dans le détail. Pour se cultiver, pour se divertir, plutôt du texte ou de la vidéo, ça dépend. Et en fait, le ça dépend, c'est souvent ça. C'est pas texte ou vidéo, c'est les deux, mon capitaine. Et puis on pourra rajouter l'audio aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est une diversité de formats. Mais à quel moment, de quelle manière, sur quel sujet, c'est ça qu'il faut creuser pour avoir une idée plus efficace de qui on parle. Et comment être plus efficace sur la manière de leur parler. Alors si on ne connaît pas ces lecteurs, c'est souvent le cas. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs missions d'accompagnement pour des médias. Et la première chose, c'est qu'on se constate qu'on n'a pas d'infos. En fait. On a très peu d'infos. On a une vision plus ou moins intériorisée, historique, culturelle, de son lecteur, de ses lecteurs, mais on ne les connaît pas bien. Donc la première chose, c'est déjà de se poser la question, qu'est-ce qu'on a en magasin comme info? Les études de lectorat, les enquêtes internes, de quand ça date? Parce que si ça date de 5 ans, on peut autant dire qu'il faut le refaire, parce que ça va trop vite. Et puis, si on n'a pas les infos, on va les chercher. On fait des questionnaires, des entretiens quali, les deux si possible, parce que le questionnaire quanti va vous donner des informations, mais après, pour creuser les réponses, il faut être capable de faire des entretiens. Et donc, ce n'est pas 50 entretiens, mais voilà, 5-10 entretiens, ça peut être très intéressant pour vraiment creuser les modes d'usage, les usages et les modes d'information de nos publics. Et ne pas faire les choses au doigt levé, au dos mouillé, pardon. Moi, je sais que nos lecteurs sont comme ça. Comment tu le sais? En fait, on a parfois une vision fantasmée de nos lecteurs. Alors, on établit un plan de questionnaire. Le quoi, le comment, le pourquoi. Quel sujet, quel format consultez-vous? Dans quel contexte de lecture? Pourquoi? Alors, les gens, souvent, ce n'est pas une question facile. Pourquoi est-ce qu'on s'informe? Si je vous pose la question, vous allez me dire, pour s'informer, c'est important l'information. Pourquoi on s'informe? On va y revenir. La raison du pourquoi, elle est très importante. Et il y a souvent des visions et des besoins différents. Combien de temps par jour, par semaine? Par quels canaux principaux ou secondaires? Via quelles sources plus ou moins fiables? On va rentrer dans les sources. Qu'est-ce que vous lisez en particulier? Ça donne beaucoup d'informations. Et pas simplement, voilà, je m'informe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quel site, quel compte, à quel moment plutôt de la journée? Est-ce que vous êtes plutôt attentif à une information neutre, positive, ou au contraire fiable, synthétique? C'est vraiment des caractères différents et donc des contenus qui vont être très différents derrière. Ça, c'est, je dirais, la base de toute création de contenu, quel qu'il soit. Et éventuellement, bien sûr, des questions ouvertes sur, a priori, quel nouveau format serait susceptible de vous intéresser. Laissez toujours la part de l'ouverture sur ce qui n'est pas les usages actuels, mais qui pourrait peut-être intéresser. C'est là qu'on apprend que, oui, les podcasts, il y en a certains qui m'ont intéressé. Je ne les connais pas encore très bien, mais potentiellement, pourquoi pas. Voilà. À creuser. Donc là, c'est le premier point, la base, à qui on parle. Le deuxième point, c'est de voir ce qui existe déjà en magasin. Qu'est-ce qui existe sur le marché de la concurrence pour être capable de trouver sa place. Et souvent, en fait, quand on fait ce travail, on essaye de comparer ce qui est dans le même secteur que soi. Par exemple, dans une newsletter, on va regarder ce qui existe comme newsletter sur le sujet. Et on va dire, j'ai pas de concurrence sur mon segment. Erreur. En réalité, la concurrence, elle est globale. Est-ce qu'il y a une information de même nature que celle que vous proposez qui est disponible en radio, en télévision, sur le web ou d'autres façons de s'informer, sur les réseaux, par exemple? Est-ce que ça existe? Si ça y est, alors il faut le marquer. Parce que peu importe pour les lecteurs, la source et le canal, ce qui importe, c'est d'avoir l'information. Donc, il faut aussi penser à la concurrence directe et aussi indirecte. Donc là, j'ai donné un exemple de 3 newsletters sur le segment technologique. TechTrash, que vous connaissez. Qui connaît TechTrash? Ouais. Donc, c'est une newsletter satirique qui traite de l'actualité des nouvelles technos et de l'innovation et des startups, la Startup Nation, avec un regard ironique
avec quelques informations au passage. Le but du jeu, c'est de s'amuser, quoi. S'amuser, mais tout en apprenant des choses au passage. In Bed with Tech, qui connaît In Bed with Tech? Non? Toujours, il y en a qui sont surinformés, hein, c'est bien. Donc, une newsletter plutôt de prospective, de détection des usages, qui va essayer d'imaginer quels seront les usages dans 5, 10 ans, ou ceux qui sont déjà actuels. Et puis, Bonjour PPC, qui connaît celle-ci? Voilà, qui est plus de la vulgarisation de nature à expliquer un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies, à quoi ça sert les NFT, etc. Enfin bref, on a 3 positionnements radicalement différents, mais ça parle tous les 3 de nouvelles techno. Alors le mieux, c'est encore de faire un mapping, une fois qu'on a fait son travail. Et alors le mapping, qu'est-ce qu'on met dans ces différents paramètres verticaux, horizontaux? Ça dépend de ce que vous voulez vous développer. Ça peut être le ton, ça peut être la tendance ou l'actualité chaude, c'est-à-dire le froid ou le chaud. C'est un petit peu comme ça que j'ai classé ces différentes newsletters. Et on voit très rapidement où se concentre la concurrence et où est-ce qu'il y a des opportunités finalement d'émergence, opportunités de positionnement. Si ça n'existe pas, se pose la question, est-ce que c'est pertinent? Par exemple, en haut à gauche, est-ce que c'est intéressant d'avoir un ton sérieux sur du chaud? Pourquoi pas? Sur certains publics, par exemple, les newsletters de chefs d'entreprise qui ont besoin d'avoir l'actualité la plus brûlante, la correspondance de la presse, etc. Mais vraiment de façon lapidaire, très sec, très à l'os. Pourquoi pas? Mais ça dépend du public. Encore une fois, il faut être en cohérence avec le public visé et ses besoins. Mais en tout cas, la technique, elle est toujours la même. Se positionner par rapport aux autres, regarder ce qui existe sur le marché. Parce que, vous allez éviter bien sûr de faire la même chose, donc d'aller simplement travailler un territoire qui a déjà été préempté par quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, vous allez vous inspirer aussi. Et si possible, améliorer ce qui a été proposé. Donc pour ces 2 raisons, on ne perd pas de temps à faire un benchmark avant de se lancer. Le 3e élément, c'est là qu'on va passer un peu plus de temps, c'est bien sûr, une fois qu'on a un peu regardé son public et bien sûr les concurrents, c'est sa recette. Comment établir sa propre recette? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose que, encore une fois, enfonçage de porte ouverte, il faut rendre des services, et des vrais services. Alors, c'est quoi des vrais services? Moi, j'en identifie 4 grands besoins en termes de contenu, que j'appelle les 4 P du Motivation Mix, pour reprendre un 4 P fameux du Marketing Mix, que vous connaissez tous. Donc, le prix, le produit, la promotion, la place et le prix. Je ne sais pas si j'ai déjà dit 2 fois le prix, peut-être prix, place, produit, promotion. Donc voilà, on a les 4 P du marketing mix qui sont une manière de dire dans le budget de lancement d'un produit, quelle est la part attribuée à tel ou tel aspect. Je lance l'iPhone, évidemment, une grosse place à l'innovation produit, 0 sur la partie prix puisque je suis plus cher que tout le monde, et distribution moyenne à l'époque, très peu d'emplacements pour les vendre, on l'a distribué, un peu de pub, mais pas tant que ça. Ouais, c'est le marketing mix que j'ai réinterprété à l'aune des 4 besoins fondamentaux des contenus qui sont le besoin pratique, en quoi les contenus que je lis m'aident de ma vie concrète, immédiate, tangible. Voilà, acheter moins cher, trouver un travail, faire des bonnes affaires, c'est un peu la même chose qu'économiser de l'argent. Enfin voilà, ces aspects vraiment pratiques, ou trouver les horaires de bus, réserver un billet de train, etc. Le plaisir, c'est un peu global. Le plaisir, on pourrait le mettre au centre aussi, c'est comment les contenus que je consulte m'apportent du plaisir, et le plaisir de la compréhension, le plaisir du divertissement, le plaisir des interfaces, le plaisir visuel, tout ça est la notion de plaisir. La pensée, comment les contenus que je consulte m'aident à comprendre le monde et me comprendre moi-même, pour anticiper éventuellement d'ailleurs des risques, ou anticiper l'innovation, anticiper des choses qui vont se retrouver dans le pratique. Comprendre le monde, c'est aussi finalement avoir un usage pratique mais différé. Et enfin, le partage que je mets au centre, parce que les contenus nous aident principalement à nous socialiser. C'est le carburant social, c'est ce qui fait que nous nous relions les uns aux autres. On a besoin de ce carburant social, et vous le voyez à la machine à café, ceux qui viennent s'informer, ils ont besoin d'avoir du carburant pour pouvoir
parler et si possible avoir un avis éclairé pour se valoriser. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien la question qui se pose de quelle sera votre recette, quel sera l'arbitrage entre ces différents besoins sur votre newsletter ou sur votre blog ou sur votre site d'information ou de contenu marketing. Et je vous donne un exemple pour que vous voyez bien la répartition. Ici, on a une newsletter qui s'appelle Brief Me. Alors celle-là, je pense que vous la connaissez. Qui la connaît, Brief Me? Voilà, elle commence à avoir son public. Donc une newsletter d'information générale de rattrapage. Explique-moi l'actu, vite et bien si possible, parce que j'ai pas le temps, et avec une explication assez pointue. Donc ici on a un besoin pratique beaucoup, de pensée aussi, à la fois pratique et de pensée, parce que comprendre le monde, c'est aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de gens qui n'ont pas vraiment le temps, qui ont besoin de raccrocher les wagons. Du partage, parce qu'à partir du moment où le contenu est bon, il se partage un petit peu, mais ce n'est pas le cœur de la machine. Et puis du plaisir un peu sur certains formats d'infographie. Mais ce n'est pas l'objet principal. Hein. Le but du jeu ici, c'est vraiment d'être efficace. Donc on a une écriture qui est efficace, courte, concise, pas beaucoup d'illustrations, pas beaucoup de plaisir sur l'interface, ce n'est pas l'objet. Vous voyez l'arbitrage que j'ai mis à gauche avec cette fameuse recette. Alors cette vision-là qui m'est personnelle sur les 4 P du Motivation Mix, on la retrouve finalement sur ceux qui cherchent les besoins. On les retrouve sur la BBC qui a développé 14 besoins psychologiques essentiels. Alors ils ont beaucoup plus détaillé tout ça, mais on retrouve la même chose avec le besoin de se sentir en bonne santé, de se comprendre soi-même, de comprendre les autres, d'explorer le monde. Ça, c'est besoin de compréhension pour moi, de penser. De se connecter aux autres, c'est mon besoin de socialisation, de partage, d'appartenance à un groupe, pareil, socialisation pour moi, et de croître, devenir la meilleure personne qu'on puisse devenir, c'est le fameux besoin d'accomplissement qu'on retrouve tout en haut de la pyramide de Maslow, si vous vous rappelez, cette fameuse pyramide des besoins qu'on peut retrouver aussi, avec tout en bas les besoins primaires, physiologiques, survivre, manger, se vêtir, et puis ensuite les besoins sociaux, puis à la fin, tout en haut, les besoins d'accomplissement. Comment je peux devenir une meilleure personne, être utile, pourquoi pas, à la société, et construire des choses. Alors une fois qu'on a défini sa grande on va dire, recette dans les grandes lignes, et ça c'est très important de définir à quoi on sert. À quoi on sert? C'est quoi l'objet de notre média? C'est quoi l'objet de notre newsletter? Ça, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, c'est important aussi d'un point de vue marketing parce que cette baseline, il faudra la récupérer pour la communiquer aussi sur tous vos espaces, notamment en tête de votre newsletter, mais aussi sur tous les espaces de promotion. Par exemple, le site web, la landing page, vous en avez une, etc., etc. Donc, il faut vraiment définir sa fonction, sa raison d'être, comme on dit aujourd'hui, et à quoi on sert. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va structurer ces contenus. Et ça, c'est les rubriques et les formats qui vont nous permettre d'asseoir cette promesse. Alors les rubriques, c'est donc la matérialisation de votre ligne éditoriale et de votre offre de service. Donc je précise tout de suite, une newsletter aujourd'hui doit être rubriquée. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir 10 actus mélangées comme ça. Les 10 dernières actus, ça ne marche pas. Il y a un effet de lassitude, il y a un effet de manque de diversité et ça ne fonctionne pas. Donc la plupart des newsletters qui fonctionnent bien ont un rubricage et je recommande ça. Donc, ensuite, comment on va rubriquer ça? Eh bien, ça dépend de votre objet, ça dépend de votre public, ça dépend de votre ligne édito. Et donc, en l'occurrence, ici, on a, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, New York, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qui propose la couverture de la story du moment. Ensuite, on a l'humour et les jeux et le divertissement. Vous voyez bien la fonction de plaisir. Culture and more. Donc ça reste assez générique, mais on a donc cet arbitrage entre différents besoins qui sont très clairement identifiés dans la recette du New Yorker. Pardon, c'est le New Yorker, évidemment. Tâchez d'être un peu créatif. Par exemple, ici, on a la newsletter de Charlie Hebdo qui est un peu fade. C'est un peu décevant de la part de créateurs comme eux, avec la question du jour, l'article du jour, le dessin du jour. Vous voyez bien que c'est pas très folichon. Ça ne donne pas forcément envie d'entrer dans ces contenus. Et il y a un côté répétitif. Méfiez-vous du côté répétitif de votre newsletter. C'est quelque chose... je recommande vraiment d'avoir une variété de formats et de rubriques, même parfois flottantes, qui peuvent varier. On peut faire ça.
parce qu'on va se permettre comme ça de pouvoir adapter notre newsletter à l'actualité, au contenu qu'on a en magasin. Et ne pas faire le contraire, c'est-à-dire ranger, avoir une rubrique fixe par exemple. Alors c'est bien d'avoir aussi la notion de rendez-vous, mais quelquefois on peut avoir une petite variante et se dire, cette rubrique-là, j'ai pas assez de matière pour la remplir. Je ne vais pas rentrer au chausse-pied là-dessus avec un contenu faible. Donc je sais pas, par exemple, si vous avez une rubrique qui s'appelle la personnalité du mois ou de la semaine, bah, parfois on rame, on n'a pas la personnalité cette semaine ou ce mois-ci, alors on va faire un truc faible. Ah bah tiens, oui, peut-être, ça peut passer. Bah non, en fait, il faut faire sauter cette rubrique cette semaine-là ou ce mois-ci pour changer, pour aller faire quelque chose de plus fort. Donc moi, je recommande vraiment des rubriques, quelquefois en partie flottantes, qu'on va utiliser en fonction de la matière qu'on a. Alors, il faut être cohérent aussi. C'est bien d'avoir des rubriques, mais encore faut-il qu'on les comprenne, qu'elles soient lisibles. Ici, par exemple, dans l'actualité, on retrouve des choses qui auraient pu être à lire sur stratégie. Il y a un mélange des deux. On ne sait pas trop pourquoi. Dans l'actualité, c'est censé être chaud, a priori, mais parfois on a des sujets un peu plus froids, qu'on peut retrouver aussi dans stratégie. D'ailleurs, l'actualité se retrouve dans stratégie. Donc pourquoi avoir nommé ça comme ça? On ne comprend pas bien. Les expertises, pourquoi pas? Il y a une partie expertise qui est en l'occurrence du brand content, mais santé, on a une vraie campagne pour lutter contre les idées fausses sur le VIH, alors qu'on a une partie les campagnes. Vous voyez, pourquoi est-ce que c'est rangé là? On ne comprend pas bien. Donc les rubriques que vous faites, c'est un peu ce que je disais, on rentre au chausse-pied parce qu'on se dit il n'y a pas assez de matière sur cette rubrique, on n'a que 2 sujets, il nous en faut 3, on va la mettre là. Ça, il faut éviter, vraiment. Il faut essayer de faire en sorte que vous mettez vraiment les choses, vous les rangez, et la promesse est tenue. Si j'appelle cette rubrique dans l'actu, ou à chaud, c'est ce qui est un peu derrière, j'imagine, encore que ce ne soit pas très clair quand c'est formulé dans l'actualité, et alors à ce moment-là, il faut vraiment que ça soit ça. Donc soyez cohérents. Alors, ce qui est très important aussi, c'est dans la notion de format, c'est de varier des contenus qui sont courts, autonomes, et des accroches vers des contenus plus longs. La variété des formats est très importante. Et une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la newsletter est un produit autonome. On la consulte sur son smartphone, beaucoup, aussi sur ordinateur, mais beaucoup sur smartphone. Donc, il faut en avoir pour son argent déjà en soi, en tant que tel. On n'a pas forcément la possibilité de cliquer parce que la connexion n'est pas forcément bonne, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, il faut proposer des contenus en premier niveau. Ça, c'est très important. Et donc, le premier niveau, c'est des contenus plus courts qu'on peut assimiler tout de suite, immédiatement. Donc, effectivement, là, la newsletter du Parisien propose à suivre avec un petit raccourci. Il y a un lien, en l'occurrence, mais on a surtout la punchline. Là. La punchline, c'est un produit autonome. C'est la citation. Ils l'ont appelé la punchline en plus. D'ailleurs, ce n'est pas la citation, c'est la punchline. C'est plus précis. C'est la citation forte. Encore faut-il avoir la matière. C'est pour ça qu'ils ont aussi, eux, une variété de formats. Ils n'utilisent pas toujours la même parce que quand ils n'ont pas de punchline cette semaine ou ce jour-là, ils ne le proposent pas. On a des formats autonomes et on a des formats qui sont moins autonomes. Alors, le chiffre du jour qui n'apparaît pas dans cette illustration, mais voilà, ce genre de type de format qui propose de l'information en premier niveau. Et des liens pour cliquer. Ce qui est vrai, c'est que la newsletter traditionnelle qui consistait à proposer des accroches avec des liens qui renvoyaient sur votre site web, ça, il faut oublier. Il faut oublier ça parce que les gens ne cliquent plus sur les liens. Ne cliquent quasiment plus. Il peut y avoir de ça, mais pas exclusivement. Il peut y avoir des liens, mais il faut avoir plus d'informations au premier niveau. Et si on est vraiment intéressé par le sujet parce qu'on a eu de l'information, alors pourquoi pas proposer un lien, mais pas de façon systématique. Le but du jeu, votre exercice, les uns les autres, ce sera de définir votre ligne éditoriale, la rubrique et le service rendu. C'est ça l'objet. En faisant ce travail-là, vous allez constituer véritablement votre ligne éditoriale. C'est le fond du réacteur. Donc là, je donne l'exemple de nouvelle génération de presse agricole, newsletter interne. La rubrique, c'est l'actu de NGPA. Donc on est sur la découverte des événements organisés par le groupe. Donc on a l'actualité du secteur, les événements à venir, les chiffres échos, les perspectives et tendances. On rend un service à la fois de pensée et de pratique. Des codes agri, c'est comprendre l'évolution de la réglementation en matière agricole. On est sur du très pratique, pratico-pratique. Top réunion Yammer, là on est sur des conseils et astuces pour mieux organiser ces réunions. On est vraiment sur des choses de socialisation, de culture interne
de lien social au sein de l'entreprise. Vous voyez, donc à chaque fois, posez-vous la question, à quoi sert cette rubrique? Quel est le format? Est-ce qu'il est bien adapté? Quelquefois, on se rend compte que le format n'est pas adapté. Là, sur ce truc-là, c'est trop long, c'est trop verbeux, ou au contraire, on aurait besoin d'un truc un peu plus divertissant, un peu plus lol, un peu plus fun, ou au contraire, quelque chose de plus profond, plus pointu, parce que le contenu ne correspond pas au public visé. Si votre public est un public exigeant, pointu, faire de la pédagogie, faire de la vulgarisation, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Voyez. Donc posez-vous la question de... On revient à la première question de qui on parle. Est-ce que vous avez des remarques déjà à ce stade? Oui. Oui. Vecteur de trafic. Alors la question c'était est-ce que ça a encore du sens de faire cliquer les gens vers l'extérieur ou est-ce qu'on considère que c'est des produits autonomes? Alors je pense que c'est un mélange des deux. Hein. Il faut toujours faire du trafic entrant sur son site, sur sa marque, mais par contre pour le faire, il faudra proposer plus de contenu en premier niveau. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux mon capitaine. C'est pas vrai que les gens cliquent pas sur les newsletters, hein, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ce qui marche pas, c'est les accroches qui ne disent rien avant de cliquer. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le propos liminaire, l'introduction à un contenu, ça, il faut arrêter. Par contre, proposer des contenus à un premier niveau d'information, avec des chiffres, des faits, et ensuite lire la suite pour en savoir plus si on a été accroché, ça, oui, ça continue de fonctionner. Mais je veux dire, les accroches un peu génériques qui ne donnent pas assez de biscuits, comme on dit dans le jargon journalistique, ça, effectivement, il faut avoir tendance à arrêter ça. Mais bien sûr qu'on a pour vocation aussi à faire venir les gens sur sa marque. Autre question stratégique, à quoi ça sert? Pourquoi les faire venir? Qu'est-ce que vous attendez d'eux une fois qu'ils sont chez vous? Pour faire de la vente? Pour faire de l'abonnement? Pour faire... c'est quoi l'objet? Et si c'est le cas, effectivement, ça doit être cohérent. Si le but du jeu, c'est d'optimiser les taux de clics, alors il y a des manières de procéder et des bonnes pratiques que je vais aborder tout à l'heure. Alors, 5 points clés pour engager ses lecteurs. La première, c'est l'adoption d'un ton plus proche. La newsletter, vous la recevez sur votre téléphone mobile, beaucoup. Vous êtes chez vous, en fait, presque. Donc le ton n'est pas aussi descendant que ce qu'a pu être le cas des magazines ou des titres des sites web. On va revenir sur chacun de ces points. Hein. Il faut apporter rapidement un bénéfice. C'est ce que j'ai expliqué là sur les accroches et au contraire la nécessité d'apporter plus de contenu en premier niveau. On va revenir dessus. Soigner le design. C'est très important, souvent négligé malheureusement. Je fais partie de ceux qui négligent le design pour des raisons budgétaires, mais si j'avais les moyens, je ferais mieux. Choisir le timing de diffusion et puis peaufiner les objets des emails. Autant de choses que vous avez tous vues, plus ou moins, dans chacune des conférences auxquelles vous avez assisté sur les newsletters, mais je vais revenir en détail. Alors, adopter un ton proche, ça peut passer par l'incarnation de la newsletter. La newsletter, c'est bien de l'incarner, c'est-à-dire elle émet de la part d'un tel. Ça peut être d'ailleurs soit une personne, soit une personne qui peut varier. Si c'est au sein d'une entreprise, il peut y avoir plusieurs personnes, chacun a son compte, sa photo, mais on parle à des gens. Et c'est bien d'incarner la newsletter, ça crée cette proximité. On s'adresse aux lecteurs, on les invite, on les valorise, on les remercie quand ils sont fidèles, quand ils augmentent en nombre. Pas de façon systématique, mais voilà, à des moments clés. On n'hésite pas parfois à jouer la connivence pour être en résonance sociale avec les gens. Je ne sais pas, moi, c'est les vacances de Noël. Tout le monde vit la même chose au même moment. Ces moments de résonance sociale sont très connus dans l'univers des médias. Chaque fois que vous êtes en résonance avec la vie des gens, que vous faites un petit pas de côté, un peu de connivence, ça marche bien. Ça inclure dans le propos, c'est le nous plutôt que vous. Et puis alors après, dans la façon de parler, on va revenir sur l'écriture, le ton plus direct, plus concis, plus simple. Alors l'incarnation de la newsletter, ce que je dis, c'est un exemple ici d'une newsletter de livre hebdo. Je passe sur le titre qui est vraiment pas terrible. Mais en revanche, il y a bien le petit visuel avec la personne. On sait que c'est Cécile Charona qui s'exprime et ça crée forcément un lien un peu différent. Très intéressant en termes de ton, j'aime bien Time to Sign Off. Qui connaît Time to Sign Off? Ouais, elle est plus ancienne, donc un peu plus connue. Donc il est temps de se déconnecter, en bon français, une newsletter de curation qui va récupérer les liens de l'actualité
techno, médias, de l'univers un petit peu branchouille parisien, avec un petit côté décalé, un peu satirique, mais pas trop, moins que Tech Trash, et avec quand même des liens utiles. Et un mélange, encore une fois, sur le positionnement, on n'est pas sur du divertissement, du plaisir et du social avec comme Tech Trash, on est plus sur un truc un peu plus pratique quand même. Et avec beaucoup de recirculation également sur des lieux à visiter, ou voilà, c'est de la recommandation et c'est du placement de produits au passage. Ça, c'est leur business model. Mais ce qui est intéressant, c'est ce travail qu'ils faisaient, en tout cas, puisque au départ, il était tout seul, d'éditorialiser les titres. Si vous avez passé la journée à ne rien faire. Et donc ça, c'est rigolo, ça crée un ton tout de suite un peu décalé. Et il éditorialise parce qu'il change les noms des rubriques. Ça va être parfois, si vous avez passé la journée dans une grotte, si jamais vous avez raté un truc dont tout le monde a parlé dans la journée. Donc il est en résonance avec cette connivence dont je parlais tout à l'heure. On la mesure à la façon d'éditorialiser la titraille. Et là, en l'occurrence, si vous avez passé la journée à ne rien faire, c'est parce que c'est un jour férié. Ou un jour, on ne travaille pas, ou un dimanche. Il est en résonance avec la vie des gens. Et ça, c'est très malin. Ça crée cette proximité. Et par ailleurs, les informations sont sérieuses. Il y a un vrai travail de synthèse intéressant de l'actualité en général et de l'actualité des nouvelles techno aussi. Autre exemple, j'ai déjà oublié la newsletter, ça va me revenir. Donc ici, on a un travail très très intéressant sur le nommage des rubriques, avec à la fois quelque chose qui explique ce qu'il va y avoir comme contenu derrière, mais aussi la façon un peu décalée de le dire. Donc c'est pas sorcier, à picorer, matière à penser. À chaque fois, on a, donc c'est pas sorcier, une explication, un contenu pédago, à picorer des informations diverses, un petit peu le côté j'ai pas réussi à classer. Vous voyez, c'est pas grave de pas réussir à classer, mais mettez-le dans un truc commun, quoi. Ça marche bien cette rubrique, quand vous n'avez pas une rubrique pour tout. Ça fonctionne bien, ça, le à picorer, ou ce genre de rubrique qui exprime la diversité finalement des contenus. La matière à penser, c'est un sujet qui en l'occurrence c'est assez précis. Dans la matière à penser, c'est quelque chose qui va vraiment faire y réfléchir. Donc ça veut dire qu'on est sur une contre-idée, sur quelque chose qui vient remettre en question des idées préconçues et une façon de penser. Donc c'est assez précis. Et là, on a un travail remarquable qui est fait par le nom. Je vais me rappeler parce que j'ai des slides, donc ça m'aide. J'ai une slide qui montre de qui il s'agit. C'est horrible parce que c'est un copain en plus. Le deuxième point, c'est apporter rapidement un bénéfice. Donc faites gagner du temps à vos lecteurs. Et paradoxalement, plus vous leur faites gagner du temps, plus ça va augmenter l'engagement sur les contenus. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit, non, je ne vais pas lui dire tout de suite le truc, sinon il va moins cliquer. Non, c'est faux en fait. Plus vous donnez de matière en premier niveau, plus vous avez une chance d'augmenter les taux de clic. Et ça se vérifie à chaque fois. Donc, pourquoi est-ce que ça marche à chaque fois? C'est parce qu'on est dans des arbitrages permanents par rapport au contenu qu'on nous propose. J'y vais pas. Je clique pas. On fait ça tout le temps, en permanence, tout le temps. Et donc, la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, elle est déterminée essentiellement par le premier bénéfice qu'on a perçu. J'ai une première information qui m'intéresse, un premier truc, alors je clique pour en savoir plus. Parce que je me dis, il y en a peut-être d'autres. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre plus d'informations en premier niveau, et de cette manière, on augmentera les taux de clic. Supprimez ce qui n'est pas essentiel, faites gagner du temps. Le temps, c'est un service qui a énormément de valeur. C'est le cas pour vous, c'est le cas pour tout le monde. Le temps, c'est vraiment très, très, très important. Donc faites gagner du temps, et ça prend du temps de faire gagner du temps aux autres, en fait. Écrire court, ça prend du temps. C'est de l'énergie, c'est de la réflexion, ça coûte de l'argent de faire court, en fait. C'est beaucoup plus dur. Prenez ce temps parce que les gens vous en seront redevables. Et soyez vraiment, vraiment rigoureux. C'est-à-dire que si vous êtes moi je vois un nombre considérable de newsletters qui sont partis sur des formats courts, mais qui ne tiennent pas en fait. Et petit à petit, on voit les trucs qui s'allongent. Et la promesse, en fait, elle s'effrite, elle s'érode. Tenez votre promesse de concision. Des paragraphes courts et aérés aussi, ça fait partie bien sûr de la mise en forme nécessaire et indispensable pour améliorer l'engagement des lecteurs. On ne va pas sur une muraille de mots. Personne ne va sur une muraille de mots. C'est impossible. C'est décourageant. Alors, un exemple de ma newsletter, évidemment, autopromotion. Voilà ce que je pratique. Un résumé clair et simple des points clés. Voilà, j'utilise beaucoup les bullet points, les points clés. Je vais à l'os. Qu'est-ce que c'est? Les conditions de tel ou tel média pour que ça fonctionne. Je résume. Le gras, c'est pour mettre en avant les idées les plus importantes.
Et ensuite, à la fin, le lien du rapport intégral pour ceux qui en veulent en savoir plus. Et les méthodes clics sont énormes. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire, bah, tu as tout dit, alors les gens ne vont plus cliquer. Mais c'est le contraire qui se produit, en fait. Ils veulent en savoir plus parce qu'ils ont eu suffisamment de biscuits. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup plus qu'on en mettait avant. Beaucoup plus. Ensuite, c'est la qualité de l'écriture. La qualité d'écriture, il faut être direct sans être abrupt, dire le maximum de choses avec un minimum de mots. Ça s'apprend, c'est un métier, c'est pas facile, et c'est à force de le produire, de le pratiquer qu'on y arrive. Faire des phrases courtes plutôt, utiliser des mots simples et faciles à prononcer. Facile à prononcer, ça a l'air bizarre, mais en fait, la plupart d'entre nous, on subvocalise quand on lit. C'est-à-dire qu'on lit tout haut dans notre tête. La grande majorité des gens font ça. Donc si c'est difficile à lire, c'est difficile à prononcer, c'est difficile à lire, et donc a fortiori à comprendre. Et mettre en valeur l'information clé, donc faire des choix, hiérarchiser déjà, et puis mettre en gras ce qui est vraiment important, utiliser le lien pour en dire plus. Soigner la progressivité de l'information. C'est-à-dire que, là c'est très important en termes d'écriture, et c'est valable pour tous les supports. C'est, dites d'abord le plus important, de façon horizontale, qu'est-ce qui se passe avant le comment et le pourquoi, et de façon verticale, chaque paragraphe doit apporter une information supplémentaire pour m'aider à progresser dans la connaissance et la compréhension. Donc, vraiment hiérarchiser de façon progressivité horizontale et verticale. Le qu'est-ce qui se passe avant le comment et le pourquoi, si vous voulez, il faut radicalement arrêter de faire des contextes avant le quoi. Lors du salon international de machin, virgule, Emmanuel Macron a fait tatata. C'est le contraire. Emmanuel Macron a fait tatata, point. C'était au salon international. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc faites d'abord plutôt 2 phrases qu'une seule et mettez le qu'est-ce qui se passe avant le comment ou le pourquoi. Et mettez en valeur les liens en utilisant des mots signifiants et accrocheurs. Je vais donner un exemple ici. Bulletin, voilà, ça m'est revenu. C'est bien sûr cette newsletter Bulletin. Qui connaît Bulletin? Ah, ça va lui faire plaisir. Donc Jean Abiatessi, qui édite cette newsletter optimiste de l'information et de l'actualité optimiste, et qui a réussi en moins d'1 an à avoir 40 000 inscrits. Pour l'instant, ce n'est pas des abonnés payants, mais c'est des inscrits, et c'est quand même remarquable. Tout seul, hein, avec juste lui tout seul, avec ses petits moyens. Ça prouve que le produit est bon, ça prouve qu'il est très fort, et ça prouve aussi qu'il maîtrise totalement aussi le côté diffusion, puisqu'il a utilisé Facebook Ads. Pardon. Bulletin. Vous pouvez les regarder, je vais mettre d'autres illustrations de cette newsletter qui est remarquable, sur le fond, sur la forme, et en plus il a réussi à vraiment très très bien développer son audience grâce à Facebook et LinkedIn Ads. Vraiment, il connaît très très bien le truc. Alors là, en l'occurrence, on a un travail très intéressant sur les liens. Tout ce qui met en lien, c'est quelque chose d'interpellant et d'autonome en termes de compréhension, sauf peut-être le dernier lien. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs, des habitants, c'est pas autonome. Donc je ne l'ai pas surligné comme une bonne pratique, mais sinon les autres, vers une immunité collective, waouh, on a de l'information en soi. De quoi il parle? Le lien peut nous accrocher sur le contenu. Toutes les 10 minutes quoi? Si je ne lisais que ça, est-ce que j'aurais envie de lire le reste? En fait, c'est ça l'idée. Est-ce que si je lis uniquement le lien, j'ai envie de lire la suite? Parce que c'est des zones de valorisation visuelle. Donc autant mettre du sens sur ces mots-clés. Alors vous allez me dire, mais c'est pas très bon pour le référencement. Mais on s'en fiche. On n'est pas sûr du référencement. Là, il faut oublier la logique du référencement naturel. Tout ce qu'on a appris avec les mots-clés utilisés par les utilisateurs dans les sites web, on l'oublie. Hein. On est sur une newsletter, qu'on s'en fiche complètement. On est sur l'incitatif. Dans les WC publics, de quoi il parle? J'ai envie de lire. Donc, je remonte une info pressante dans les WC publics. En plus, il y a un travail toujours de résonance entre le titre et ce qui est en lien. Donc, on lit, on est obligé de lire, c'est pas possible. Et en plus, derrière, on va cliquer parce que, vous voyez, ce qui est très intéressant aussi, c'est le travail d'editing. Donc, les phrases sont courtes. 1 million de milliards de flocons tombent sur Terre chaque seconde. Point. Vous avez déjà de l'info, vous avez déjà du biscuit. Assez pour que chaque humain puisse modeler un bonhomme de neige toutes les 10 minutes. Waouh! Mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai envie de savoir la suite. Donc ouais, on est sur de l'insolite. Et derrière, le but du jeu, c'est aussi de nous apporter de l'intelligence, parce qu'il y a d'autres choses qu'il va apporter. Donc on est sur de l'intelligence par la bande. L'air de rien.
on se cultive, on apprend des choses utiles qui nous élèvent, mais l'air de rien, oui. Les sources, elles arrivent derrière. Mais vous n'avez pas besoin de sourcer sur une newsletter. Vous n'êtes pas obligé, vous faites de la curation. Ils sont contents d'avoir des liens vers vous, d'avoir des trafics. Non, non, c'est pas la peine de sourcer. Moi, je source jamais. Enfin, si quelquefois je dis un très bon reportage de machin, ça m'arrive de le faire, mais quelquefois je le fais pas. Le lien, on l'a quand on arrive sur la source. Et ça, c'est vrai que ça allège quand même beaucoup le travail de lecture. L'important, c'est que bien sûr, derrière, il ne se sert pas... c'est un lien, c'est du trafic entrant. Et il n'y a pas de récupération de contenu. Tout est écrit à la main. C'est-à-dire que ce n'est pas du copier-coller. Donc, il n'y a pas, je dirais, de vol de contenu. Ou alors, on décide qu'on ne référence plus ces sites. Et voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de plainte, en tout cas, des gens vers qui ils pointent. Ça peut arriver qu'on mette la source. Mais dans ce cas-là, c'est quand on fait vraiment une recommandation. Un travail exceptionnel de machin ou une enquête exclusive vraiment unique de... voilà. Alors le design, il contribue à l'agrément de lecture et à vous distinguer de vos concurrents. Donc le but du jeu, c'est d'avoir une charte graphique cohérente sur tous vos supports, si possible. La newsletter doit être en cohérence avec votre site web, avec votre magazine si vous en avez un, etc. etc. Il faut qu'il y ait vraiment un travail de fond et ça aidera à identifier votre marque. Travailler les polices, les illustrations, les bandeaux. Éventuellement définissez un type de photo et un traitement distinctif de la photo. Enfin, autant d'éléments qui peuvent vraiment vous faire émerger graphiquement. Et dans la masse des contenus qui sont produits, ça joue un rôle qui n'est pas négligeable. Bon, quelques exemples remarquables. Donc My Little Paris, que vous connaissez. Alors ça, vous connaissez tous qui connaît My Little Paris. Petit sondage. Voilà, donc super newsletter, site, qui ont tout de suite travaillé très bien l'environnement graphique avec une illustratrice, toujours la même, qui contribue, et d'ailleurs avec l'illustration qui est mise premier chef dans le logo. Et ça, c'est très fort, c'est très malin. Donc il y a une identification immédiate grâce au graphisme qui est présent également dans le logo. Les visuels et les photos sont généralement, enfin il y a vraiment un travail sur les tons. On est dans le même univers, il n'y a pas de choses dissonantes, il n'y a pas d'un seul coup des photos qui vont être criardes. On est sur des tons pastels avec un truc un peu évanescent. Il y a probablement un filtre systématique qui est utilisé aussi. Et puis voilà, les couleurs sont soigneusement choisies pour être dans un même gamme de couleurs pastel. Le New Yorker, qui lui a un travail graphique qui est radicalement différent, mais qui est toujours un peu travaillé, un peu des collages, des montages, beaucoup d'aplats, des trucs vraiment, un environnement beaucoup plus chamarré, beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué en termes de contraste. Et puis plus varié globalement. Hein. C'est vrai que les couvertures du New Yorker sont légendaires. C'est quasiment les plus belles couvertures de la presse au monde. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les voir. Systématiquement, c'est toujours un plaisir. Et ils vont développer un travail, choisir avec précision l'illustrateur qui va faire la couverture. Ça fait partie de leur marque de fabrique. Ça fait partie du plaisir qu'on a à les lire. Et ça fait partie de la raison de s'abonner. Il y a le côté graphique, le côté culture qu'on ressent, qu'on perçoit d'emblée dans le traitement graphique. Et c'est très important. Et donc, effectivement, on est sur des choses un peu plus modernes. Voilà, aussi, beaucoup plus modernes. Alors voilà l'environnement graphique de bulletin, avec cette fois un travail vraiment très identifiable, avec des aplats, c'est très cohérent, il y a toujours la même gamme de couleurs, voilà, on est en effet aplat, effet lit, effet très contrasté, et ça contribue beaucoup à distinguer immédiatement sa newsletter par rapport aux autres. Les bonnes infos, je vous disais la raison d'être, les bonnes infos. Les bonnes infos, c'est un jeu de mots sur les bonnes infos, à la fois celles dont vous avez besoin, et les bonnes infos. C'est pas du négatif, on n'est pas sur du pessimisme. C'est de l'information, on va dire, plutôt optimiste. Et ça, c'est aussi la promesse. Et que ça, c'est quelque chose qu'il met sur toutes ces newsletters, sur tous ces sites. L'information optimiste ou les bonnes infos. Donc oui, c'est intéressant graphiquement. Alors globalement, soignez votre mise en forme aussi pour le mobile. Hein. Donc 6 Français sur 10 se connectent aujourd'hui sur leur mobile.
c'est plus d'internautes sur 3 qui se connectent à Internet et exclusivement depuis son mobile. Hein. Près à 40% le font pratiquement exclusivement sur leur mobile. Donc ces chiffres explosent dès lors qu'on touche à des générations plus jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne consultent Internet que sur leur mobile. De moins en moins sur l'ordinateur, si ce n'est au travail, où ils utilisent encore l'ordi, mais voilà. Le temps mobile représente les 2 tiers du temps de surf sur Internet. Et 2 personnes sur 5 le week-end utilisent leur smartphone seulement pour naviguer sur Internet. Donc voilà, le mobile, faites-y attention, il faut que ça soit bien sûr compatible, mais ça j'ai l'impression que c'est acquis, je crois. Il faut adapter ses contenus au mobile. Donc ça veut dire quand vous faites l'interface de votre newsletter, regardez-la d'abord sur mobile. Ne la faites pas en grand, et puis regardez ce que ça donne si vous rétrécissez si vous êtes en responsive design, etc. Alors un contre-exemple. Voilà, ici on a un design qui est répétitif, une mise en page qui flotte, mise de page, et moi j'ai fait une faute. Peu d'informations en premier niveau, vous voyez, c'est ce que on a vraiment. Et puis le call to action qui est faible, qui est à l'ancienne, lire l'article. Donc là c'est vraiment la newsletter d'hier qui fonctionne pas bien. Donc on voit les taux de clics s'effondrer petit à petit, ça donne pas envie quoi. Le premier visuel en plus il n'est pas spécifique au sujet qu'on traite. On aurait pu prendre ça pour n'importe quel autre sujet. Il n'est pas spécifique. Bon, certes, il est plutôt sympa. Mais voilà, bonne semaine pour les Sagittaires. Quel rapport avec le visuel? On voit bien la banque d'images Corbis. Voilà, ça manque un peu et puis de cohérence. Et c'est dommage parce que peut-être les contenus sont bons derrière. On est dans cette stratégie d'acquisition de trafic comme on le faisait hier. Où le but du jeu c'est de faire un maximum de trafic et donc on envoie comme ça tous les 10 sujets de la semaine ou parfois on les fait de façon automatisée en les récupérant dans WordPress, en les glissant, pof, on prend les 5 derniers sujets, ceux qui ont le plus fonctionné de la semaine et on se prend pas la tête et on balance. Et on ajuste l'accroche. Souvent c'est le début, c'est l'accroche de l'article, mais sauf que l'accroche de l'article n'est pas forcément bon. Hein. D'ailleurs, ceci dit, ça veut dire que souvent il faudrait refaire les accroches des papiers, hein, au passage. Alors, le 4e point, bien choisir son timing de diffusion. Est-ce que je suis dans les temps, moi Non, je suis très en retard, en fait. C'est à quelle heure? Ça se termine 11h15. Oh là là, il faut que j'accélère. Donc, bien choisir son timing de diffusion. Selon l'actu chaude, c'est plutôt le matin. L'info de rattrapage, c'est plutôt le soir ou le week-end. L'info socialisation, c'est plutôt le matin. L'info de passion et d'approfondissement, c'est-à-dire pour soi, c'est plutôt le soir et le week-end. Alors, j'avais fait un petit graphique qui est horrible, je suis désolé. Hein, c'est vraiment moche. Alors pour le coup, en termes de design, c'est terrible. Mais pour vous donner une idée, c'est l'info pour soi, c'est vraiment qu'est-ce qui m'enrichit à titre personnel, de passion, d'approfondissement. Et c'est plutôt effectivement hors des temps de socialisation qui sont les temps où on est avec les autres. Où là, on a plutôt besoin d'informations de qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé vite parce que j'ai besoin d'aller me connecter aux autres. Voilà. Donc je passe rapidement cette slide. Sachez qu'en tout cas, en termes de diffusion, on peut de plus en plus publier tard, puisque la consultation sur mobile s'étend. On est au-delà de 21h pour la moyenne des Français. Et encore plus pour les 15-24 ans, puisque là, le temps de consultation, le pic de consultation est à 21h34. 33, dernière enquête médiamétrie de 2020 ou 2019. Hein, c'est assez récent. Voilà, pourquoi je l'ai mise 2 fois, je ne sais pas, parce que je reviens en arrière, c'est pour ça. Alors sinon, les bonnes... Pardon? Comment? Ouais, la totalité des Français, ouais. Ça, c'est pour les Français en général. De 12 à... Voilà, 150 ans. Pour connaître les bons horaires, il faut encore les tester. Et il n'y a pas de miracle. Votre outil de publication devra vous aider à faire ça. Notamment, on va en reparler peut-être assez rapidement. Mais il n'y a pas de miracle. Hein. On peut faire des hypothèses et puis après, il faut les valider. Soigner les objets des emails. Alors ça, c'est déterminant pour donner envie d'ouvrir son email. Informatif ou incitatif, mais pas générique. Pas trop long car ils seront coupés par défaut. Je vais donner des exemples. Alors l'objet coupé, c'est selon le logiciel de réception, donc le logiciel de messagerie. Voilà la longueur maximale des caractères affichés par l'ensemble de ces clients email. Donc, vous voyez, moi, je dis à partir de... Il faut que le message doit apparaître clairement avant les 50 premiers caractères. Ça, c'est l'essentiel. Après, vous pouvez faire éventuellement plus long. Mais en tout cas, le message principal doit apparaître avant. Et de toute façon, pas dépasser les 77 caractères.
Alors, quelques bons exemples de sujets précis avec plusieurs sujets. Accord en Syrie, réforme de l'État, prévoir la perte de son smartphone. Ici, on a un objet qui est bien fait avec plusieurs besoins qui sont couverts pour toucher des publics et des besoins différents. Sur de l'international, du national, politique et du pratico-pratique. Alors, court avec un teasing, une forte promesse. Ce livre est une pure pépite. Promis, ça va vous simplifier la vie. We can read the 5 of our best. Ça, c'est une promesse très forte. Il n'y a pas de contenu derrière vraiment. On est sur de l'incitatif pur. Attention, il faut que la promesse soit tenue. Pas trop survendre. Donc on peut le faire de temps en temps, mais pas à chaque fois. We can read, on a un truc un peu plus précis quand même. On a une recommandation de lecture. Cours avec une info forte. C'est souvent ce que je fais. Hein. Parce que, plutôt que faire 3 fois moins bien, je préfère une info forte. Je me concentre sur celle-ci. Affaire Hanouna, TF1 va saisir le CSA. Voilà, en l'occurrence, c'était sur un... Je ne suis pas sûr que ça soit forcément le plus intéressant, mais en tout cas, voilà, il y a un message clair. Alors, les objets courts se détachent visuellement de la boîte mail. Donc, on peut jouer cette carte. Mais attention, une fois de plus, il faut que la promesse soit tenue. Mauvais exemple, c'est parti, amour, gloire et forêt. Vous allez me dire, mais en fait, on a le message en gris, vente flash, 15 € par tranche de 100 € d'achat. Ça va apparaître après. Quand les gens, vous voyez, c'est grisé. Donc votre objet, c'est ce qui est en noir. Mauvaise pioche. Expresso News, 27 septembre, voilà, vous allez vite lasser vos lecteurs si vous utilisez un truc comme ça, générique. Les emojis peuvent apporter une expressivité, pourquoi pas, et puis émerger dans la boîte mail. Utiliser des emojis qui sont reconnus par tous les clients mail. Sinon, ça va faire un caractère spécial. Mais ça peut être utile, ouais. Et voilà, je crois qu'on est pas trop mal. J'ai encore quelques minutes pour vous parler des outils. Mailchimp, vous le connaissez tous. Je ne vais pas revenir trop dessus. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il permet de créer sa newsletter vite grâce à des modèles prédéfinis. Il est très bien, enfin il est plutôt bien toléré par les plateformes de mailing, parce que ça c'est un critère important. Hein. Le taux de rejet par les messageries. Certains ont abusé de certaines pratiques marketing, ont récupéré automatiquement les bases email, et du coup maintenant les taux de rejet sont importants, et ça ne sert à rien que votre mail se retrouve dans la boîte de spam de vos publics. Beaucoup de fonctions marketing, de suivi d'audience, de segmentation, de marketing automation, et un plugin directement intégré dans WordPress pour gérer sa newsletter depuis son outil de publication. Sendinblue, qui est la plateforme qui grimpe, qui remplace de plus en plus Mailchimp en France, parce qu'elle est moins chère, parce qu'elle permet de faire des trucs similaires, et parce qu'elle a des fonctions d'automatisation, de marketing automation qui sont assez bluffantes, et d'A/B testing. On peut tester tel objet sur une base sur une partie de sa base pendant 5 minutes, et puis il va nous dire voilà, taux de clic et de temps, alors que celui-ci il est de temps. Comme ça, on va choisir le bon objet, par exemple. C'est vraiment des fonctions intéressantes, et c'est globalement moins cher. Par contre, il n'y a pas de page web créée automatiquement, la page de la landing page. C'est intéressant d'avoir une landing page pour valoriser sa newsletter, page d'atterrissage. Pas de partage social au sein de la newsletter, du coup, plus compliqué. Et puis pas mal de paramétrage, hein, c'est du temps, c'est assez lourd, enfin c'est à la mesure de toutes les possibilités du truc, quoi. Mais on peut y passer du temps. Je vous le fais rapidement. Hein. Substack, bon, c'est la plateforme qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, c'est celle que j'utilise. L'intérêt, c'est qu'elle crée, donc c'est très facile d'utilisation. Alors pour le coup, c'est un truc qu'on monte moi j'ai monté ma newsletter en 2 heures, avec le défaut que c'est pas très design, mais bon, en tout cas c'est efficace. Ça permet de créer sa page d'archivage. Donc on a le site web, si vous voulez, qui crée automatiquement à chaque fois. Donc j'ai une partie importante de mes visiteurs qui viennent par la recherche, par le SEO. On a les statistiques qui sont plus limitées, mais on a quand même pas mal de choses avec le taux de clic, taux d'ouverture. On peut cliquer sur les stats par utilisateur. On a la tendance globale. Voilà. Et puis après, moi j'utilise Excel pour exporter, faire des choses un peu plus poussées. Et puis il y a un volet monétisation qui est facile à activer avec Stripe. GetReview que j'ai testé. L'intérêt, c'est de faire sa newsletter en même temps que son compte Twitter, de les plugger, donc de valoriser son compte Twitter, sa newsletter au sein de son compte Twitter. Donc ça, c'est intéressant pour rebondir
Et puis on fait facilement par drag and drop. Les tweets, on peut les intégrer assez facilement sur son outil de newsletter, avec une possibilité d'éditer, avec quand même des rubriquages, avec du texte. Enfin, voilà, on peut aussi mélanger du lien et des contenus en premier niveau, comme je disais. Les statistiques d'audience de base, mais ça peut suffire. Juste quelques petits points, parce que je pourrais passer une journée entière. Faites le ménage dans votre base. Faites le ménage pour garder de l'engagement. Les vanity metrics, pour dire « Ah, je suis à tant d'abonnés », ça sert à rien en fait. Il vaut mieux avoir une base qui est plus fidèle, plutôt qui est vraiment engagée sur vos contenus, plutôt que d'avoir un chiffre important. Alors peut-être que votre directeur marketing sera content, ou votre PDG va dire « Ah, bah, c'est super, on est à combien de newsletters ? On est à 30 000. Ouais, mais combien ont cliqué ? Ah, bah, pas tellement. Combien ont ouvert ? Bah, bof. » Donc voilà, moi je préconise plutôt d'avoir des chiffres plutôt réels sur la réalité des usages. Et donc quelquefois je fais le nettoyage de ma base. Tous ceux qui n'ont pas utilisé depuis X mois, ou qui n'ont pas ouvert depuis, ou qui l'ont ouvert une fois, bah, je les enlève. On peut aussi faire ça avec des campagnes de réactivation. Ça, c'est ce que fait très bien BriefMe, ou ce qu'on peut faire avec le marketing automation. Et j'avoue que je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais on peut le faire. Ouais, la campagne de réactivation, c'est se dire, bah, vous n'avez pas ouvert ma newsletter, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que peut-être des sujets ne vous intéressent pas ? Vous pouvez vous proposer ça aussi. Ça peut être utile. À un moment donné, quand on a fait quand même des réactivations et que ça ne marche pas plus, je préconise quand même de faire le ménage quand même, in fine. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu radical parce que je ne vends rien, en fait. Si ce n'est, je veux pas... J'ai pas forcément besoin de vendre un contenu, donc je suis assez radical. Mais en tout cas, il faut faire ce travail d'optimisation pour garder l'engagement. Pardon, je vais dans le mauvais sens. Je renseigne le profil de mes lecteurs, donc ça c'est des choses que je ne demande pas, il n'y a pas beaucoup d'informations en premier niveau sur Substack, donc je les renseigne a posteriori. Donc je regarde les profils de mes lecteurs, de ceux qui s'abonnent, et je les renseigne. Ça me donne une idée de à qui je parle, et ça vérifie mon hypothèse de départ, hein, l'audience à qui je parle, est-ce que c'est cohérent ? Donc on retombe sur ses pattes. Je vais passer rapidement sur les différents moyens de monitorer ces stats. Juste, c'est quoi les bonnes stats ? Alors voilà les chiffres que j'ai trouvés de Sendinblue justement. Le taux d'ouverture moyen serait de 26% et un taux de clic de 1,27%. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça dépend de son secteur, ça dépend de ce qu'on vend. Ça dépend vraiment de... C'est assez variable. Par contre, si vous êtes au-dessus de ces chiffres-là, eh ben, vous pouvez être content. Notamment en taux de clic, je ne comprends pas ce taux de clic par exemple. Moi je suis à 25-35% de taux de clic à peu près. Donc je suis très très au-dessus, je ne comprends pas. Par contre, le taux d'ouverture, oui, 35, 40, 50% parfois. Donc moi j'analyse chaque poste, je regarde en détail. Et c'est la même ma préconisation en général par rapport à toutes les stats. Faites moins, mais faites mieux. Regardez en détail ce que vous avez produit, ce qui se passe. Parce que ça, vous allez en tirer un bénéfice éditorial. Donc je regarde les taux de clic, le nombre de vues, les taux d'ouverture, et je suis les indicateurs. Quels sujets ont bien fonctionné ? Est-ce que ça baisse ? Est-ce que ça diminue ? Est-ce que ça monte ? Voilà, je regarde ça et je vois les sujets qu'il y a derrière. Et ça me donne des idées et je fais une analyse précise. Je repère les écarts à la moyenne. Qu'est-ce qui est au-dessus ? Qu'est-ce qui est en dessous ? Et j'analyse ce qu'il y a derrière. Je vais chercher les newsletters, je fais des hypothèses, mes remarques, hypothèses. La longueur des titres ne joue pas sur le taux d'ouverture, ni le timing. J'apprends des choses, je m'améliore. Voilà, ça c'est valable pour l'analyse statistique en général, que ce soit sur un site web, sur une newsletter, peu importe, c'est toujours la même pratique. On regarde dans le détail. Ça n'a pas d'intérêt de regarder les chiffres globaux. Il faut rentrer dans le contenu lui-même. Et à ce moment-là, on fait des hypothèses. Et je dis des hypothèses parce qu'elles doivent être validées ou pas par la suite. C'est-à-dire que parfois, je dis, en fait, ce type de sujet n'intéresse pas. À vérifier. Je vais retraiter ce sujet d'une autre façon, avec un autre angle, sur un autre format. On verra si ça marche ou pas. Est-ce que peut-être la dramatisation a joué ? Je vais vérifier ça, mais attention à pas trop en abuser non plus. Hein, c'est des façons de artificiellement gonfler son taux d'engagement. Il faut que ça soit vérifié. Là, par exemple, j'avais utilisé le mot contagion. Et dès qu'il y avait un mot un peu dramatique, je voyais tout de suite les taux d'ouverture augmenter. Il faut que ça soit justifié. Et ensuite, du coup, le but du jeu, c'est d'aboutir à des décisions. Pour moi, voilà des choses que j'ai pu mettre en avant. Les études significatives en matière d'usage doivent être analysées systématiquement.
dans mon secteur, sur mon domaine. Garder un œil régulier sur la nouvelle génération, etc. etc. L'aspect synthétique, ne pas surjouer la dramatisation. Voilà, voilà ma recommandation sur mon cas pratique pour vous donner un exemple précis. Et voilà. Alors, je crois qu'on a quasiment fini. Les ratés, la même chose, hein, je passe rapidement. Les liens, les taux de clic, les hypothèses, et c'est fini. Je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps pour les questions, je suis désolé. Mais il y aura peut-être une, deux questions. Ben sinon, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée à vous. Et à bientôt.